à tous et bienvenue dans Sneaker Spirit, l'émission. Je m'appelle Marie et au cours de cet épisode, on va suivre le parcours d'une personnalité qui porte sur elle la sneakers attitude grâce à des surprises que j'ai cachées moi-même dans cette immense boîte. Notre invitée aujourd'hui est une athlète, écrivaine, animatrice et comédienne, peut-être la seule personne au monde à avoir eu des échanges à la fois avec Serena Williams et Julien Doré. Son livre Éloge de l'inconditionnel dessine avec précision la sensibilité des hauts potentiels intellectuels, comme un petit guide pour zèbres dans la savane actuelle. Bonjour Alizé Lim. Bonjour Marie. Ravie de te retrouver. Bah moi aussi. J'entends beaucoup parler de toi, notamment par le biais d'un frère, Norman, qu'on embrasse. Il sera ravi de cette petite dédicace. J'ai envie de te faire ouvrir tout de suite ta première boîte et on va découvrir ce qu'il y a dedans. Hop, elle t'appartient, n'hésite pas à nous dire ce qu'il y a dedans. Oh, champion. Alors, un sweat capuche. Ah non mais ils sont très bons. Moi j'appelle ça Stalker Spirit, l'émission, parce qu'ils vont chercher des trucs, des fois, du fin fond. Que ça va être comme ça en fait. Ah, c'est que des choses qui font référence à ton parcours, à ce que tu es, à ce que tu fais. Alors raconte-nous un petit peu, est-ce que c'est le genre de marque qui est populaire aujourd'hui, mais qu'on mettait au collège d'ailleurs, comment s'habillait en fait la Alizée de l'époque? Bah en 6e, je pense que 364 jours de l'année, j'ai porté un pull champion. Ah avec ouais, un jean et des requins. Ah non, les requins, c'était peut-être plus tard. Mais j'avais des sneakers. Ouais. Et ouais, j'avais un pull champion tous les jours. Ça quand même, ça en disait long sur... Il était noir, parce que j'étais pas aussi féminine. J'étais juste un gros garçon manqué. Ouais. Mais c'est trop drôle. C'est trop drôle. Depuis le champion, je vois qu'il a vraiment créé quelque chose chez toi. C'est quoi? C'est des souvenirs? Il y a une anecdote? Je sais pas raconter trop ma vie. Non mais j'ai dit que j'avais un pull noir, mais en fait j'en avais un gris et un noir, c'était les mêmes. Et avant, au début, je mettais tout le temps le gris. Okay. Et avec ma meilleure amie de l'époque, dont je parle dans le livre, avec qui je faisais toutes mes bêtises de CM2, 6e, etc. On avait un cours de techno et... j'avais renversé du perchlorure de fer dessus, donc il y avait des taches oranges. Juste le nom fait très peur, c'est-à-dire qu'on peut pas le rattraper avec juste... C'était un désastre, c'était orange, et j'étais quoi. Tellement triste parce que c'était mon pull champion et je le mettais donc tous les jours. Et donc on est allé toquer à la porte du prof, quand on n'avait pas cours avec lui, pour lui dire « Monsieur, comment on fait pour faire partir ça ?» etc. Elle m'avait accompagnée. Et là, il avait été... Alors, je sais pas si on se l'est imagé comme ça dans notre tête, et c'est resté comme ça depuis, c'est qu'il nous a dit « Ça partira jamais, ça partira jamais, ça partira jamais !» Et du coup... Ce qui est giga violent, qui donne un peu d'espoir à un enfant. Tu te dis, bah oui, voilà, c'est resté notre blague où, en fait, à chaque fois, on se dit perchlorure... Enfin, même aujourd'hui, on parle du perchlorure de fer et que ça partira jamais. Tu as eu l'opportunité de porter une de tes créations pendant Roland-Garros. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, j'ai eu un contrat avec Lecoq Sportif et c'est vrai que donc au début j'adorais les choisir et je refusais d'ailleurs les contrats. Ouais. J'étais une des seules à mon niveau à ne pas avoir de contrat vestimentaire parce que les marques imposaient de porter une tenue qu'ils avaient choisie et moi je voulais pouvoir choisir mes vêtements, donc c'était déjà important pour moi dans ce sens-là. Et plus tard, quand j'ai pu, j'ai signé donc avec Lecoq Sportif qui m'a laissé designer mes tenues. Ça, c'est génial, c'est-à-dire salut, voilà les clés, tu fais une capsule. Voilà, c'était tes propres tenues, donc je choisissais les couleurs, les matières, je dessinais, je dessinais, je sais pas bien dessiner du tout, mais je mettais des flèches partout, alors là je mettais des idées comme ça. Voilà, j'arrivais à m'exprimer, je disais les couleurs que je voulais, ils m'envoyaient des palettes, je choisissais la matière, et voilà quoi. Bon après c'était beaucoup de travail quand même, oui. Mais la sensation quand tu vois la création après l'avoir imaginée, c'est vrai que c'était incroyable. Puis après les porter évidemment. Alors le problème c'est qu'il y a quand même des parties techniques, c'est-à-dire qu'on peut pas, faut que ça puisse être agréable pour jouer et on puisse être à l'aise, donc c'est vrai qu'il y avait beaucoup de challenges à ce niveau-là. Il y a énormément de challenges techniques et esthétiques, chose que Naomi Osaka, une grande championne aussi, fait avec Levi's. Donc peut-être que tu as ouvert la voie aussi à cette acceptation, à cette envie d'être à la fois jolie sur le court et performante, et aussi au niveau de la santé mentale. On va en parler parce que ton livre, il est juste devant moi. Tu as écrit Éloge de l'inconditionnel, où tu parles justement de ton haut potentiel intellectuel. Bienvenue au club, entre zèbres. Et du coup, c'est aussi, comme tu disais, beaucoup de souffrance intérieure. Comment on gère justement cette carrière incroyable sportive, ses envies aussi de femme, ses envies d'être humain, d'être individuel, et tous les enjeux aussi qu'on te met dans la figure tous les jours? Je sais pas si on gère. Ouais. Je pense qu'on survit, c'est exactement. J'ai pas osé le dire, je vis en survie ou on vit, je sais pas, l'un ou l'autre ou les deux. Mais voilà, c'est plus. Je pense qu'on prend jour après jour et on cherche des solutions et on s'accroche et on fait tout pour que ça se passe bien et on se sert de ses ressources, quoi, tout simplement. Je suis passée par mon histoire pour raconter la vie d'une joueuse professionnelle de tennis, mais je ne pense pas que ma vie ou mon expérience de joueuse professionnelle de tennis dans beaucoup de domaines soit très différente de celle des autres. C'était vraiment montrer le quotidien
quotidien d'une athlète et les challenges auxquels on est confronté, même en tant que pas zèbre. Oui. Voilà. Donc il y a un petit mix des deux, on va dire. Même sans ça, c'est très difficile voilà. en fait. C'est-à-dire que je pense que beaucoup de joueuses de tennis se reconnaîtront ou se reconnaîtraient dans ce que je raconte. Alors, on va retourner sur le côté mode. Si tu devais créer une pièce aujourd'hui, là, maintenant, avec le parcours que tu as, l'expérience que tu as, l'expertise que tu as aussi et tes goûts qui ont évolué, ce serait quoi? Des baskets, un jean, une robe? Non, ce serait toujours une robe, je pense. Ouais. Enfin, ça a toujours été tennis. Ouais. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai trop été conditionnée comme ça. J'ai des idées très fortes en matière de sport, mais je pense que je pourrais pas dessiner des vêtements normaux. Ouais. Et récemment, je me suis posé la question, je me suis dit, peut-être en évoluant, est-ce que je pourrais... Je pense que une robe normale, une robe de soirée, je pourrais. On porterait donc en soirée. Ou tennis, alors à 100%, je pourrais en faire 10, là, me mettre dedans, là, je serais à fond dedans. T'as déjà le patron et les spécificités techniques. Et puis il me restait des croquis en réserve que j'ai pas pu faire. Je te propose d'ouvrir la prochaine boîte. La prochaine boîte. Vous avez appelé qui du coup? Ils sont très bons. Il y a toujours des personnes autour de nos invités qui parlent beaucoup. C'est Métaphysique des tubes d'Amélie Nothomb. C'est mon livre préféré, tout simplement. Ouais. Pas que j'ouvre trop parce que je vais commencer à lire. mais tu sais quoi, emmène-nous dans ton univers. Métaphysique des tubes, justement, comme tu disais, c'est ton livre, ou en tout cas un de tes livres préférés. Explique-nous déjà pourquoi ce livre en particulier. Alors, ce livre, c'est l'autobiographie de 0 à 3 ans d'Amélie Nothomb. Je l'ai lu, je ne sais pas combien de fois je l'ai lu, c'est vraiment une osmose à chaque fois que je le lis, et surtout quand je partais en tournoi, je l'emmenais toujours avec moi parce que quand je savais que quand j'étais triste après certaines défaites, il suffisait que je le lise et que ça me mette dans un état de plénitude, et comme si je me connectais à la beauté de ce qu'elle écrivait, et donc ça me faisait recroire en la vie d'une certaine façon, parce que ça me remplissait de quelque chose de beau, et la beauté me rendait heureuse, et donc contrait le désespoir des défaites. Donc c'était mon livre de chevet de tournoi, et je lui ai écrit une lettre et elle m'a répondu, et je lui ai raconté cette histoire, et donc elle m'a répondu, et je lui ai fait signer aussi. C'est le seul livre que j'ai fait signer par Amélie Nothomb. Voilà. C'est incroyable. Et j'ai pleuré. Et vous vous êtes rencontrés en vrai? Ouais, je l'ai rencontrée, mais j'ai pas voulu trop lui parler ni pousser la correspondance parce qu'elle correspond beaucoup avec ses lecteurs. Ouais. Parce que j'ai un tel mythe en moi d'elle que je veux garder ce mythe en fait. Est-ce que au-delà de cet exutoire, cette lecture et peut-être d'autres lectures t'ont poussé aussi à prendre la plume toi-même? Est-ce que c'est ça qui a été aussi décisif? Oui, c'est sûr. C'est sûr, dans tous les livres que j'ai lus d'Amélie Nothomb, je pense que c'est ceux qui m'ont donné envie d'écrire. Ouais. En tout cas, ça te racontait une histoire et ça t'a donné envie de raconter la tienne. Oui, parce qu'elle a raconté son enfance, et je pense qu'inconsciemment, à l'intérieur de moi, j'ai aussi rassemblé tous mes souvenirs d'enfance et je les ai romancés. Et au moment où j'ai commencé à écrire, je voulais d'abord écrire sur le tennis, et il y a tout qui est sorti comme ça sur l'enfance. Ouais. Sans que je contrôle ou sans que je me dise je vais changer d'avis. Non, c'est au début, quand on écrit un livre pour la première fois, on n'a aucune idée de ce qu'on fait, donc ça sort et puis c'est tout, on quoi. prend un papier, un stylo et on verra bien ce qui sort. Et en fait, sont sorties des anecdotes. Je pense de la même façon que je lisais que j'adorais lire toutes les anecdotes d'Amélie Nothomb dans ses livres autobiographiques. Mais j'imagine, pour une athlète de haut niveau, le sport fait partie intégrante de quasiment toute ta vie. C'est beaucoup d'entraînement, beaucoup de travail. Et quand tu me dis que tu penses à une robe, tout de suite tu penses à une robe de tennis. Tu vois, donc c'est une place énorme dans ta vie. Et pourtant, quand tu as écrit, c'est autre chose qui est sorti. Là, je suis en train de faire une autothérapie parce que je venais de te dire, je sais pas si maintenant je pourrais, et je devrais peut-être arrêter de penser aux robes de tennis de la même façon que je devrais peut-être arrêter de penser au tennis. C'est complètement passé à autre chose. Bah, ça fait partie de ta vie, donc c'est cool. Mais écrire un livre, du coup, ça faisait partie de tes rêves? Ouais, ça faisait partie de mes rêves. Il y a eu un moment donné où il y a 3 ans, je crois. Non, oui, à ce moment-là, quand j'ai commencé à écrire, je me suis posé la question et je me suis dit... j'ai toujours eu l'impression que le tennis, ça appartenait à un temps qui ne compte pas. Une année sabbatique, comme si c'était pas un vrai métier, une année sabbatique, une année de plus, une année de plus, une année de plus, et next thing you know, t'as quasiment 30 ans et tu te dis mais en fait si, ça compte. Ouais. Et là je me suis dit mais attends, quels étaient mes rêves et qu'est-ce que je peux faire pour les réaliser? Et donc j'avais écrit une petite liste dans mon bloc-notes de mon iPhone 2 ou 3 années auparavant, où j'avais écrit un livre, dessiner des vêtements, donc ça avait été fait depuis, et jouer la comédie. Donc je me suis dit, ok, donc là c'est le moment, parce que t'approches la trentaine, comment on fait? Par où on passe? Et donc voilà, je me suis lancée dans toutes ces aventures en même temps. Et c'est là que j'ai commencé à écrire. C'est incroyable, on reviendra sur le fait de jouer la comédie, parce que là t'es en train de faire toute la liste de ces choses que tu t'étais mis de côté. Quand tu partais en tournoi, tu disais que c'est un livre que tu emmenais avec toi. Est-ce qu'il y a un autre objet culturel qui t'accompagnait? Un doudou.
C'est mignon parce qu'elle a eu honte de le dire. Non, j'ai hésité, je me suis dit, est-ce que j'ai pensé que je voulais l'emmener? Parce que je l'ai véritablement emmené, mais si, je l'ai véritablement emmené. C'était quoi? C'était une peluche? Un gros lapin, comme ça. C'est très mignon. Et un coussin, j'ai déjà fait. C'est coussin, mignon. Ouais. C'est des choses qui te rassuraient, toutes bêtes, mais qui te mettaient dans un bon état. Bah, à force d'être dans des chambres d'hôtel étrangères, froides, chaque semaine, je pense que ça, c'était... Avoir la maison. A piece of home, voilà. Ouais. C'est ça. Avoir la maison avec ça. La maison avec ça dans la valise. Mais écoute, c'est très... très... Je sais pas, c'est culturel, c'est ma culture. Oui, mais c'est ta culture. Ma culture du doudou. C'est génial. T'as encore un doudou aujourd'hui? Ah oui, celui-là, je l'ai toujours, ouais. Trop mignon. Trop mignon. Non, mais personne ne juge, j'ai moi-même un doudou. Merci, je te propose de passer à la prochaine boîte. Ouh, elle est un peu lourde, celle-là. Oula. J'espère que c'était pas fragile. Je te laisse découvrir. Game of Thrones. Ouh là là, un coffret intégral. L'intégrale des saisons. 8 saisons. Incroyable. Ma série préférée. Ah ouais, of all time. Of all time, ouais. Of all time. D'ailleurs, j'ai quand même quelque chose avec la loyauté que j'ai aussi eu avec Amélie Nothomb, c'est-à-dire que j'ai lu tous ses livres et à un moment donné, je pouvais pas lire quelqu'un d'autre parce que j'avais l'impression de lui être infidèle. J'ai eu la même chose avec Game of Thrones. J'ai quasiment pas regardé de nouvelles séries depuis Game of Thrones. C'est-à-dire que tu es passé à côté de tous les autres trucs, quoi. Quasiment. Le jeu de la dame, Casa del Papel, c'est... Ouais. Ah ouais. Ah, c'est parce que tu es en train de... C'est fini, du coup. C'est un toc. D'accord. C'est fini, tu peux passer à autre chose. Non, mais je crois que je préfère regarder le même truc. Tu avais découvert la série avant les livres ou l'inverse? D'abord les livres? J'ai jamais lu les livres. D'accord. Et j'ai découvert la série tard. Je me demande si c'était pas déjà la saison 5 ou un truc comme ça. Donc j'ai pu tout regarder d'un coup. Quand déjà il y avait toute la hype, parce que ça peut freiner des gens aussi. Oui, il y avait toute la hype. Tout le monde t'en parle. Je me disais, mais c'est quoi cette série et tout. Et là j'ai regardé. T'es tombée in love. In love. Quel personnage tu aurais adoré incarner dans Game of Thrones? Daenerys. Ah ouais? Comme tout le monde. Non, la mère des dragons. Ou Arya. Ou Arya, mais il aurait fallu que je sois plus jeune. Ouais. Est-ce que tu regardes d'autres trucs ou tu es encore dans cette boucle temporelle? J'ai trouvé une nouvelle lubie. Ok. Passionnément, avec autant de passion que Game of Thrones. On peut savoir ce que c'est? Ouais, ça n'a aucun rapport, ça s'appelle Cosmos. Ok, d'accord. Ça te fait beaucoup rire, pourquoi? Parce que c'est... Parce que je suis insupportable. En fait, c'est une série qui a 12 épisodes. En fait, c'est une série d'astrophysique. C'est présenté par Neil deGrasse Tyson. C'est un des astrophysiciens américains les plus connus qui est un peu le successeur de Carl Sagan, je crois que ça se prononce comme ça, qui était un peu son mentor apparemment. Et donc, il y a une première série qui a été faite par Carl Sagan et donc ils l'ont refaite il y a 5 ans. Donc, Neil deGrasse Tyson la présente. Et là, ils en ont refait une l'année dernière. Et en fait, ils expliquent tout. Toute la vie, tout le monde, tout ce qui se passe. La création de la Terre, la création de l'univers, la création ce qui va se passer dans tant de milliards d'années, le Soleil qui va absorber Mars, Vénus et la Terre. Enfin, voilà. Donc, ça m'évade et... ça nous évade, ça, qu'on va tous les mourir, molécules, en fait. Les atomes, je retourne à l'école. Non, mais j'adore. Et donc, je fais exprès de regarder très, très lentement pour bien savourer la série qui a été faite il y a 5 ans. Pour regarder celle d'après qui a été faite l'année dernière, alors que c'est le même contenu, je crois. Mais... En parallèle des castings, tu es également consultante animatrice, notamment pour Tennis Channel. Comment ça se passe? Alors, j'ai une émission, j'anime, je sais pas comment on peut dire, je présente, je host une émission qui s'appelle Academy Life. On va visiter toutes les académies de tennis du monde, enfin pas toutes, mais pour l'instant on en a fait 5 et on va aller un peu partout dans le monde, même sur les autres continents, etc. Et on va à la rencontre des gens pour savoir quelles sont leurs philosophies d'entraînement, pour propulser les joueurs à leur meilleur niveau, etc. Donc c'est hyper intéressant, c'est des voyages comme j'en ai fait toute ma carrière, donc ça me laisse connecter au tennis, et à la fois je découvre plein de façons de voir, et quand j'étais petite j'avais toujours eu envie d'aller dans une académie, donc c'est comme si j'ai réalisé un peu un rêve de petite fille aussi, de pouvoir découvrir toutes ces académies. Donc justement, cette académie, c'est pas forcément le passage obligatoire pour le haut niveau? Non. D'accord. Non. Et je persiste à dire que de toute façon, l'académie, c'est juste un cadre qui peut aider, mais la personne la plus importante sera la personne avec laquelle tu passes toutes tes journées, c'est-à-dire ton coach. Donc si c'est pour être dans une académie et avoir un coach avec qui tu t'entends pas, ça sert à rien. Et à la fois, il vaut mieux être avec un coach sur un pauvre cours abandonné, avec qui tu as envie de décrocher la lune, ça marchera 1000 fois mieux. Il me semble aussi que tu présentais quelque chose sur Twitch.
Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Nouveaux médias, du coup, pour le coup, t'arrives sur Internet avec le meilleur, Norman Genius. Norman Genius, bien sûr. C'était pendant le confinement, donc il y a Gaël, mon fils, qui m'appelle et qui me dit « Alizée, j'ai un projet à te proposer. » Gaël, très fonceur, fidèle à son tempérament pendant le confinement, qui s'ennuyait, qui adore jouer aux jeux vidéo. Et Gaël, mon fils, qui a cartonné sur Twitch. Il était tout de suite dans son univers. Quoi. Et lui, c'était son rêve de créer une émission comme ça. D'accord. Comme Domingo. C'est où? Ouais. Donc il m'a appelé, il m'a dit est-ce que tu veux être ma Marie? C'est génial. Je lui ai dit bah ok, je veux bien. Alors voilà, moi tout ce qui est un challenge et en plus confinement, on s'ennuyait, il y avait rien d'autre à faire. C'est parfait. C'est parfait, j'ai dit oui tout de suite. Donc non, c'était une super expérience. Je te propose de découvrir la prochaine boîte. Surprise. Ça va, elle est pas trop lourde. Je te laisse découvrir ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce que c'est? Oh. Coldplay. J'adore quand tu dit ça. On aurait dit que ça aurait pu être ta peluche. C'est un vinyle. C'est totalement un vinyle de Coldplay. Oh, trop bien, Coldplay. Oh, ça me rappelle tellement d'années, ça. C'est incroyable. Alors, de quelles années, justement quelles années Le problème, c'est que j'ai l'impression que même quand j'avais 25 ans, je croyais en avoir 17. Donc j'ai du mal à chaque fois. En tout cas, c'était un peu en arrière. Ouais, c'est ça. C'était il y a combien d'années, ça? C'est Viva la Vida. Ouais. Donc c'était en, je sais pas, 2013, 2012, entre 2010 et 2013. Déjà. Hein? Déjà, le temps passe si vite. Donc c'est un moment où tu écoutais beaucoup Coldplay. Ouais, j'écoutais beaucoup Coldplay pour mes échauffements de match, etc. Je suis allée voir leurs concerts, Plusieurs fois d'ailleurs. Plusieurs fois à Paris, plusieurs fois à Londres, à Wimbledon. On s'était organisé ça avec ma roommate, la fille avec qui j'étais au tournoi de Wimbledon. On avait perdu, on était trop tristes et on a vu qu'il y avait un concert. C'était meilleur moyen de Du coup, je me s'en rappelle même mettre. plus de mon match, mais je me rappelle de ce concert. Alors pourquoi Coldplay? Qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans ce groupe, dans leur musique? Quelle chanson peut-être te touche particulièrement? Je pense qu'il y a de tout. Il y a Viva la Vida, ça me donne la pêche, ça me donne envie de... Ça me donne l'impression d'être conquérante, d'être la reine du monde, que rien ne m'atteint, etc. Et à la fois, j'adore écouter aussi leurs chansons comme The Scientist, où ça nous rend un peu plus torturés. Ouais. Voilà, non, j'aime beaucoup Coldplay et je compte aller les voir en juillet. D'ailleurs, ils reviennent, j'étais trop contente. Mais oui, c'est le retour des concerts et ça fait plaisir. Et en plus, c'est une passion que je partage avec ma meilleure amie, donc c'est encore plus spécial. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu écoutes en ce moment? Alors, j'écoute en boucle la chanson de Ludovico Einaudi, donc c'est un musicien, donc il n'y a pas de paroles, mais c'est un remix. La chanson s'appelle Circles et je connais pas le nom de la chanteuse et elle chante par-dessus sa musique et donc je l'écoute en boucle. Parce que ces chansons les plus connues, à mon avis, tu les as déjà entendues. Parce que dans tous les montages vidéo, un peu émotion, même sport ou autre. C'est le Hans Zimmer Lights et on le met un peu partout. Même style que Hans Zimmer, la même idée. Voilà. Ok. Mais il y a une fille qui chante dessus sur le clip. Et ça te met dans un état un peu particulier? Ouais. Ça met dans un état un peu particulier, mais un peu dangereux. Donc j'essaie de pas trop l'écouter quand même. D'accord. Tu présentes également une émission musicale, c'est incroyable. Tu fais tellement de choses 360 où tu as pu interviewer. Non mais c'est vrai. Mais attends, tu présentes à la fois des émissions sportives, tu vas à la rencontre des jeunes dans les académies, et puis tu as interviewé Julien Doré, Imani, Edith Preto, Suzanne, bien d'autres artistes. Bah, raconte-nous un petit peu l'envers du décor musical aussi que tu as pu découvrir. C'est hyper intéressant et c'était un vrai challenge pour moi parce que c'est forcément un milieu que je connais pas très bien, enfin du moins pas du tout au même niveau que le milieu sportif ou le milieu tennistique du moins. Donc c'était un gros challenge pour moi et c'est vraiment c'est trop bien, c'est génial parce qu'ils sont généreux. Dans leur studio, ils m'accueillent, ils me montrent, je suis libre, je peux leur poser les questions que je veux, j'ai l'impression que je peux tout me permettre et leur dire comment t'as créé cette chanson. Donc ils vont me dire là j'ai fait les paroles d'abord, là ensuite j'ai créé cette mélodie, j'ai fait un verse, après j'ai pensé à ça, etc. Donc tout le processus de création m'intéresse énormément, donc ils partagent ça avec moi et puis après voilà tout ce qui concerne leur album, leur carrière, enfin en vrai je suis très très libre, mais c'est vrai que je suis comme ça et j'ai le droit à un mini concert à la fin de chaque épisode en plus. Oh, c'est incroyable. Donc là on parle comme ça et à la fin voilà ils sortent leur guitare, ils disent ça y est, c'est le moment. Mais c'est ce qui est prévu, je vais chanter pour toi là. Non, c'est faux. Vraiment, on aura plus d'auditeurs si on fait ça. Un artiste en tout cas comme Amélie Nothomb que tu mets, tu vois, tout en haut en te disant. Tout en haut et je pourrais l'interviewer, mais je crois que c'est Chris Martin. Hein. Ouais. Ouais. Je pense que c'est Chris Martin.
Bon, bah écoute, en tout cas, merci de t'être livré avec nous dans Sneaker Spirit, l'émission. On se quitte pas comme ça, puisqu'on te retrouve sur le pop-up, sur les réseaux sociaux de Sneaker Spirit. C'était un plaisir de te retrouver Moi aussi. Et d'en savoir plus sur toi. Je rappelle L'éloge de l'inconditionnel, ton livre qui est disponible dans toutes les bonnes librairies et tous les points de vente. Merci beaucoup, on te souhaite le meilleur. On te retrouve, comme j'ai dit, sur les réseaux sociaux de Sneaker Spirit. Quant à moi, je m'en vais retrouver un autre invité. À bientôt.